Coucou, c'est Tatanexua et aujourd'hui dans cette vidéo spéciale, on va parler des clichés, des idées reçues sur l'édition. Et cette vidéo justement fait suite à celle que vous pourrez retrouver chez Mélanie Desforges, Fifiche, concernant justement les clichés, les idées reçues sur l'auto-édition. Allez, c'est parti pour le générique. Et salut toi! Alors oui, en fait, la dernière fois, on a vu tous les clichés sur l'auto-édition, et tu peux retrouver d'ailleurs la vidéo dans le petit i. Et puis, en fait, on se dit que ce serait quand même pas sympa de laisser l'édition de côté, hein. Après tout, elle souffre aussi des idées reçues. Tu me crois pas? Bon tu sais quoi, je vais laisser la parole à Tatanexua pour le premier cliché. Merci Mélanie. T'es dans une émeute, tu dois bien gagner ta vie. Non, parce qu'à part de rares exceptions, tu seras rémunéré entre 8 et 15% brut du prix HTT de ton livre. Donc il faut en vendre beaucoup. Alors oui, certains y arrivent, vous savez sûrement des noms justement qui vous viennent en tête, mais sont-ils nombreux? Non. Après, il y a une solution, c'est peut-être de multiplier les maisons d'édition. Oui, et beaucoup le font, dont moi. Alors oui, c'est un petit peu plus casse-tête, car toutes n'envoient pas les relevés de droits d'auteur sous en même temps, mais c'est bien pour avoir plus. D'après le rapport du ministère de la Culture sur la situation économique et sociale des auteurs du livre, sur 101 000 auteurs du livre en 2013, seulement 12 000 écrivains ont un salaire annuel de plus de 8 000 € et seulement 1600 ont des revenus supérieurs à 3 fois le SMIC. Pas de quoi vous décourager dans l'écriture pour autant, mais il faut l'avoir en tête. Non mais pour être en émeute, de toute façon, c'est que du piston. Oui, nope. Alors souvent, je vous le dis, pour faire partie justement de pas mal de comités de lecture, les tapuscrits sont anonymisés. Alors sauf pour un CL dans lequel je suis. Il n'y a que le président ou la présidente, voire celui ou celle qui a trié les mails, qui sait, c'est tout, avant de lire. Difficile de reconnaître quelqu'un à son écriture, alors personnellement c'est pas mon cas. Vous me mettez un texte sous les yeux, moi j'en suis incapable. J'étais la hantise de mes profs de français d'ailleurs parce que non, mais j'y arrivais pas. Alors parfois je vois des vidéos qui racontent « Ouais, non mais ils savent tout de suite si c'est un homme ou une femme, Alors oui, je ne connais pas tous les comités de lecture, ça c'est clair, mais justement dans ceux dans lesquels je suis, on n'en a rien à faire de votre sexe, puisque en fait on n'a pas accès à ces infos. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est le tapuscrit que vous envoyez. Alors, petite parenthèse, mais les ME justement qui n'ont pas forcément des pratiques très safe et qui font des choses très illégales, même au niveau des démarches, ça se sait très vite, elles sont rapidement blacklistées et pas du tout recommandées pour les auteurs. Après, oui, on va pas se mentir, vous passez à une émission de télé-réalité où vous avez beaucoup de followers, certains éditeurs vous ouvrent les portes. Et il y a souvent des prêts de plume, que c'est pas souvent eux qui écrivent. C'est pareil pour les booktubeurs? Intéressant. Oh oui Mélanie, tu n'as pas idée. Je ne m'attarderai pas, mais c'est ainsi qu'on peut justement voir sur certaines premières de couverture youtubeur suivi par X abonnés. Ah, ça aide. Alors oui, ça peut être du piston, mais pas forcément. Il y a des auteurs-autrices, mais complètement inconnus, qui réussissent à publier dans une émeu, et parfois même leur primo roman. Bon, il serait peut-être temps de laisser un petit peu la place à Mélanie, là je sens qu'elle trépigne. Si t'as pas d'agent littéraire, tu peux pas négocier ton contrat. C'est une idée reçue qui a la cervelle assez molle. Mais qui a écrit ce texte? Lucie flotte. Tu reçois ton contrat, t'es déjà en situation d'infériorité parce que t'es tout seul, sans agent, face à l'éditeur. Donc forcément, t'es obligé d'accepter. Non. Faut savoir s'imposer et puis aussi connaître les limites. Il y a des informations qui sont pas claires dans le contrat, demande plus de précision. Si l'éditeur ne veut pas t'enfiler, c'est sûrement que ça cache quelque chose. Parfois, il n'y a pas la durée du contrat, ni les modalités de paiement des droits d'auteur. Du coup, fais attention dans ces cas-là parce que c'est pas normal et il faut que tu négocies. Pareil pour les corrections éditoriales, t'as ton mot à dire. Alors oui, il y a certaines maisons d'édition qui vont un peu forcer la main, mais ça reste ton roman. Après, ne nous fais pas dire ce que l'on n'a pas dit. Depuis quand il y a un nous? Si t'es pas d'accord avec la rémunération à 8% et que tu demandes 12%, ça passera peut-être pas. Essaye de demander 9 ou 10%, faut rester quand même assez réaliste. Si la maison d'édition n'a pas prévu d'avoir, ça va être difficile d'en avoir un. Et si la maison d'édition te parle de frais de correction, c'est que c'est pas une maison d'édition à compte d'éditeur. Donc si tu veux pas payer, c'est tout simple, tu signes pas. Et on passe direct à la suite. Tu dois payer pour être édité. Certains auteurs ont déjà entendu le fameux « mais t'as payé combien pour être édité ?» J'ai entendu dire qu'en fait, fallait se ruiner quand même pour pouvoir publier. Mais
Ça coûte combien exactement? On s'arrête là. Il existe en fait deux types de maisons d'édition. Tu as celle à compte d'auteur et celle à compte d'éditeur. Dans les maisons d'édition à compte d'auteur, tu vas payer pour être publié. Et là, ça va être par exemple les exemplaires avant publication, la mise en page, la correction, etc. etc. Alors qu'à compte d'éditeur, l'auteur ne paye rien. Rien. Ton livre est publié, t'as rien à payer. Alors oui, si jamais tu veux des exemplaires après publication et que ton éditeur lui ne les prête pas mais les vend, tu peux regarder d'ailleurs la vidéo de Tata Nexua sur les auteurs et les statistiques, juste dans le petit i là. C'est possible, mais ça remet pas en question la structure. Certains auteurs apprécient le compte d'auteur car ils payent certes, mais tout est fait et il existe un suivi derrière, et parfois même des accès à des grands salons. Ce qui est plus ennuyeux à mon sens, c'est quand ce n'est pas clairement indiqué et que l'auteur ou l'autrice se fait avoir. Ça, c'est l'arnaque complète. Non, mais l'éditeur, il ne lit pas tous les tapuscrits. Oui et non, la formulation est un petit peu maladroite. En fait, ça dépend de l'organisation dans la ME déjà. Mais oui, l'éditeur peut ne pas lire tous les tapuscrits, seulement ceux qui ont passé le comité de lecture. Et parfois, il y a plusieurs étapes. Première lecture, deuxième lecture du comité, ah tiens, il arrive en finale avec l'ultime lecture. Cela étant, il ne peut pas tout lire en intégralité, mais une partie. Généralement, le début, en plein milieu et la fin. Le souffle numérique énumère d'ailleurs certains exemples qui sont aussi valables en CL. Trop de fautes dans les premières pages, un style maladroit, un récit qui n'accroche pas le lecteur. Soyez sûr que l'éditeur mettra rapidement un manuscrit atteint d'un de ces défauts dans la pile des non, et ne s'embarrassera pas de la lecture complète d'un tel roman. Oui, il faut l'avoir en tête. Alors c'est rare, mais je connais une éditrice qui lit absolument tous les tapuscrits, peut-être même deux. C'est souvent le cas des petites structures quand l'éditeur ou l'éditrice dirige ou non le CL ou qu'il ou elle en fait partie. Ça veut dire que je peux essayer de charmer l'éditeur à travers mon texte? Ah, nope. On le verra dans une vidéo perle des CL que je vous réserve, mais évitez les petites phrases subliminales dans votre tapuscrit du style « À toi, membre du CL qui me lit, peux-tu m'accorder une chance même minime, s'il te plaît ?» Bon alors quand c'est gentil, on oublie et basta. Mais souvent, on doit quand même le mentionner dans nos remarques, des fois il y a justement une catégorie remarques, et ce n'est pas très professionnel. Pour être pris en maison d'édition, je dois viser toutes les ME possibles et inimaginables. Ah, non. Ça, c'est l'idée reçue que je combats depuis très longtemps. Les bras m'en tombent complètement. Beaucoup m'envoient des messages en disant qu'ils ont envoyé leur tapuscrit à 40, mais 60 maisons d'édition et même plus parfois. Et souvent ils n'ont pas reçu un seul oui et sont extrêmement déçus et jettent l'éponge. Sauf que quand on creuse, on s'aperçoit que pour certaines ME, leur ouvrage ne rentrait même pas dans la ligne éditoriale. Alors oui, certains peuvent justement critiquer la ligne éditoriale des ME, mais en fait c'est comme toute entreprise. Si par exemple il y a une entreprise qui fait tel produit, elle ne va pas vouloir faire tel autre en fait. Quand vous avez une maison d'édition axée exclusivement sur de la romance, leur ligne éditoriale, c'est la romance, donc vous n'allez pas envoyer votre thriller là-bas, à quoi ça sert en fait? Vous ne respectez pas la ligne éditoriale de l'AME, vous allez recevoir un refus. Prenez aussi l'exemple d'une maison d'édition généraliste, mais qui ne publie pas de recueil et qui ne publie pas de poèmes par exemple. N'envoyez pas vos poèmes là-bas, car à moins justement qu'ils aient envie de développer une nouvelle collection, forcément ils vont vous envoyer un refus en disant vous ne correspondez pas à la ligne éditoriale. Alors oui, après il peut y avoir on va dire une frontière un peu floue, par exemple il y a des ME dont leur ligne éditoriale c'est la romance, mais sans érotisme du tout. En gros, pas de rapprochement charnel, ni de sexe, ni rien. Si votre tapuscrit contient des scènes comme ça, il se peut que la maison d'édition vous renvoie cela ne rentre pas dans notre ligne éditoriale, sans forcément des fois préciser. Alors qu'en réalité, il suffirait peut-être parfois juste te dire à l'auteur « retire les scènes de sexe et puis tout ira bien ». Mais ça c'est un autre sujet, merci encore du témoignage de cette personne qui appartient à un comité de lecture. Bref, revenons à nos tardigrades, ne faites pas ça. Car vous allez recevoir des déceptions, mais vraiment des déceptions pour rien. Soyez pas vaso. Donc, votre romance érotique, cela ne sert à rien de l'envoyer à une IME qui publie de la fantaisie jeunesse. Même si elle est superbement bien écrite, qu'elle a été corrigée, que vraiment mais c'est parfait, oui, mais vous allez quand même recevoir un non. Et pour savoir justement si une maison d'édition peut ouvrir leur catalogue à de nouveaux genres littéraires ou développer de nouvelles collections, très souvent ils le disent sur les réseaux sociaux ou font des AT, des appels à texte. Vous pourriez voir par exemple « Nous ouvrons une nouvelle collection. Soumission ouverte pour X genre, primo roman accepté, etc. »
là oui, à ce moment-là, si votre tapuscrit rentre dans ces critères, c'est le moment. Bref, ce qu'il faut retenir, sélectionner. Pour avoir un aperçu du catalogue des ME et même justement le nom des ME, il y a internet, les bibliothèques, les librairies, vos libraires aussi également qui peuvent vous renseigner. Ce n'est pas à prendre à la légère, j'en ai déjà parlé justement en vidéo, il y a aussi énormément de listes de maisons d'édition qui circulent. Il y a même aussi des sites qui classent les maisons d'édition en fonction de leur diffusion, distribution, etc. Il y a vraiment toutes les ressources disponibles. Les petites maisons d'édition ne valent pas le coup. Ah, on l'entend beaucoup celui-là. T'es pas publié par Gallimard? Bah ça veut dire que ton texte, il vaut rien. Quoi? Tu vas envoyer ton chef-d'œuvre à une petite maison d'édition pour faire quoi? Pour aller faire des salons en plein milieu des champs dans la Creuse? Parce que tu penses pas que les petites maisons d'édition, elles sont pointilleuses aussi, qu'elles se déplacent pas non plus pour les grands salons. Ce qu'on appelle une petite maison d'édition, ça va être une petite structure avec peu d'auteurs et peu de bouquins qui vont sortir tous les ans. Certains diront que c'est dommage, quand d'autres en fait vont voir ça comme étant une vraie opportunité, parce que qui dit peu d'ouvrages dit forcément que la maison d'édition va pouvoir se concentrer davantage sur la publication de chacune de ses sorties. Et ouais! Et forcément, du coup être plus à l'écoute de ses auteurs. Mais après, c'est vrai que les petites maisons d'édition vont pas forcément verser d'avoir. Mais sache qu'il y a des maisons d'édition plus grosses qui ne le font pas. Tu sais pas ce que c'est l'avoir? Mais c'est simple, t'as juste à aller regarder la vidéo de Tata Nexua sur le contrat d'édition. Et puisqu'elle sort peu d'ouvrages tous les ans, elle sélectionne un peu plus. Alors vous vous dites sûrement que oui, qui dit petite ME disent forcément moins de tapuscrits et peut-être plus de chances de passer. Alors oui, en effet. Alors pour un seul, d'une petite maison d'édition dans laquelle je suis, on reçoit 20 tapuscrits par semaine. Mais on n'en sélectionne qu'un par mois, voire un tous les 2 mois. Alors oui, ça fait un petit peu plus de chances de passer, mais imaginez le nombre d'élus par an, c'est très peu comparé justement à ce qu'on reçoit par semaine. Un éditeur local peut être même mieux accueilli par les libraires, et ça va être la même chose pour les salons, pour les séances de dédicaces, donc forcément c'est quand même à réfléchir. Pas besoin de corriger ton tapuscrit, ça va être fait par la maison d'édition. Alors ça en fait c'est une idée qui revient beaucoup et surtout sur les réseaux sociaux. C'est pas grave, c'est ton premier jet, puis de toute façon en fait les maisons d'édition elles ont des corrections éditoriales, donc le corrige pas, on s'en fout. Et pour la petite anecdote, en fait, quand je me suis lancée dans la carrière d'écrivain, au début, c'est ce que je pensais. J'étais persuadée que c'était pas grave d'envoyer un roman qui n'était pas forcément corrigé à fond, parce que de toute façon, la maison d'édition allait passer derrière en fait et faire les modifications. Pourquoi payer Antidote? La maison d'édition elle a des correcteurs, non? Alors on s'arrête 2 secondes. Parce que il faut rappeler qu'une maison d'édition, ça reste avant tout une entreprise. Alors oui, ça peut en choquer certains, mais qui dit entreprise dit forcément rentabilité. Payer un correcteur, ça coûte cher aussi à une maison d'édition, du coup forcément ils vont essayer de limiter les coûts et puis les dépenses. Alors d'abord, sache que les maisons d'édition rémunèrent parfois très mal leurs correcteurs, et puis quand en fait la faute elle aurait pu être évitée simplement avec une relecture ou avec un logiciel de correction, Et sache que pour certains barèmes de comité de lecture, justement, les fautes, elles sont comptabilisées. Si on atteint les 10 erreurs en moins de 2 pages... En gros, pour résumer, la plupart des erreurs que votre logiciel de traitement de texte va vous souligner. Alors juste petite précision, quand on parle d'erreurs énormes, on ne parle pas de fautes grammaticales simples ou typographiques par exemple, avec le retrait en première ligne qui ne serait pas respecté, mais du genre un texte qui n'est pas justifié, des verbes qui sont mal conjugués au présent simple, ou le « eh bien » est bien confondu. D'ailleurs, j'ai fait un jeu d'orthographe sur cette notion du « eh bien ». Ou encore un texte qui ne respecte pas les conditions de soumission inscrites sur le site de la ME. Ça aussi, il y en a encore beaucoup qui ne regardent même pas ce que la ME désire et qui envoient justement leur fichier en mode non, c'est bon, c'est envoyé, puis basta. Si la maison d'édition vous demande un format par exemple A4 ou A5 avec du Times 12, un interligne simple, et puis par exemple en .doc ou en .docs, alors à quoi ça sert d'envoyer votre tapuscrit en PDF avec une police juste mais illisible? À rien, parce que la plupart des cas vous serez refusé et la personne qui trie les mails ne va pas s'amuser en fait à vous dire non mais en fait vous n'avez pas vraiment respecté les conditions de soumission. Mais non, en fait c'est vous qui faites la démarche, c'est à vous justement de regarder quelles sont les conditions, et c'est exactement pareil quand on justement vous demande d'envoyer un CV et une lettre de motivation. Reprenons. Eh bien ton tapuscrit, il peut en fait ne pas être lu au-delà.
C'est peut-être super, mais si en fait le barème du comité de lecture il est fait comme ça, bah tu vas avoir un refus qui parfois va être justifié et parfois bah non en fait. Bon, certains membres de comité de lecture peuvent continuer quand même leur lecture après ça, mais c'est vrai que la plupart du temps, bah, un texte qui est bourré de fautes, bah, tu décroches, t'es plus dedans, puis ça te donne vraiment pas envie de travailler avec une personne qui fait autant de fautes. On a l'impression que la personne s'est juste pas donné la peine quoi. Et je te vois venir avec les personnes dyslexiques. Alors, sur 10 tapuscrits que j'ai reçus le mois dernier d'un CL, alors 2 étaient envoyés avec une petite précision dans la présentation justement par mail. Je suis 10 et j'ai vraiment fait tout mon possible pour les fautes, veuillez m'excuser si justement il en reste. Alors justement, c'est très bien comme avertissement, mais devinez lequel justement des tapuscrits contenait le plus de fautes? Bah, pas ceux des dyslexiques. Parce que justement, ils vont prendre la peine de se renseigner, de demander des conseils, d'aller vraiment glaner des informations avant d'envoyer le tapuscrit. Et du coup, bah, on voit qu'ils sont impliqués. En fait, même si c'est pas énorme, je suis moi-même un petit peu dyslexique. Donc du coup, forcément, je fais ultra gaffe à ce genre de petits détails. Et oui, il y a toujours des coquilles, mais au moins, j'ai envie de dire, j'ai fait l'effort de vraiment rechercher le truc. Et puis souvent, une simple relecture ou un passage sur un logiciel comme Antidote ou le Robert Correction, ça peut éviter ce genre de problème en fait. L'édition est mieux que l'auto-édition. Alors oui, c'est un parallèle justement avec l'auto-édition qui pourrait détruire l'édition dans le précédent top 10. Je ne dirais pas que c'est mieux, c'est différent. On a besoin d'énormément de compétences, de partenaires, de débaucher justement du monde en somme et on devra tout faire. Et tout le monde n'est pas fait pour l'auto-édition, comme tout le monde n'est pas fait pour l'édition. Dans les deux cas, vous allez devoir vous battre pour sortir du lot. Alors en édition, on peut être plus suivi en fait ou pas. Ah oui, hein, vous la voyez, l'ambiance familiale et chaleureuse. Chaleux quoi? Ah non mais moi je m'en fous des collègues, qu'ils meurent tous. Ouais, ça peut mal se passer. Déjà, si vous êtes dans une grande ME, à part on va dire durant certains événements, vous pourrez ne pas avoir du tout, ou même pas forcément de contact avec les autres auteurs. En petite ME, c'est souvent plus convivial, mais la compétition règne également. Et en salon, ça peut vite devenir... Non mais de toute façon, je suis coup de cœur éditeur, moi je m'en fous, hein, je vais te crever. Vous pensez que c'est tout bisounours, c'est qu'on se fait de gros câlins et qu'on s'aime. Pas toujours, ça dépend. C'est comme finalement tous les milieux professionnels. Est-ce que l'édition est meilleure? Non, je le répète, c'est différent. Je suis édité, mon livre est donc un chef-d'œuvre. Ah, la pastèque de certains, c'est très subjectif en fait. Petit extrait que j'ai trouvé sur un site. À vrai dire, la littérature elle-même n'est finalement qu'une histoire de recyclage, et cela fait des siècles que les auteurs écrivent les mêmes choses. Finalement, y a-t-il plus grand auteur que Homère, l'un des rares, tant qu'il existait, à pouvoir se vanter d'être lu des milliers d'années après sa mort? En effet, qu'est-ce qu'on appelle un chef-d'œuvre ou un classique? Un ouvrage lu et décortiqué en cours de français ou littérature? Bah ça dépend en fait de vous. Et permettez-moi de vous dire que c'est pas parce que vous êtes édité que votre livre est super. C'est de base parce qu'il a un potentiel de vente et que l'éditeur a consenti à prendre un risque avec vous. Attends, ça veut dire que je peux pas me la péter avec la signature de mon super contrat? Bien sûr que si. C'est une victoire quand même, la signature d'un contrat d'édition, tout comme la publication d'un ouvrage ou un objectif atteint. Mais gardez en tête que votre plume évoluera, que tout le monde ne peut pas aimer votre ouvrage et que tous les goûts sont dans la nature. Effectivement, tant que les personnes restent respectueuses et ne vont pas vous insulter. Bon, merci Maritza de m'avoir laissé squatter ta chaîne, mais tu sais quoi, là va falloir que j'y aille quand même parce qu'en fait il me reste encore quelques petits clichés à aller défoncer et ça risque de saigner. Au fait, Maritza, pour la Libye, ça tient toujours? Genre tu couvres mes arrières, on est d'accord, hein. On était ensemble. Hein. Un alibi? Ouais, combien tu me payes? Voilà, c'est la fin de cette vidéo, cette deuxième collab avec la génialissime Mélanie Desforges. J'espère que cette vidéo vous aura plu ainsi que la précédente. N'oubliez pas de vous abonner, que ce soit à ma chaîne ou à celle de Mélanie Desforges. Tous les liens sont dans la description. Également à partager, à liker, petit pouce bleu, et à nous laisser un commentaire, ça nous fera très plaisir. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, nous soutenir sur les plateformes Tipeee ou Utip. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume!